Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Duquesne et je suis consultante en responsabilité sociétale, RS. Je vais vous parler du rôle de la paix dans mon travail. Il y a une quinzaine d'années, dans une université de Tokyo, je discutais avec un collègue sur les courants pacifistes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous remarquions qu'à l'Ouest comme à l'Est, une politique de réarmement reprenait. Mais pourquoi, je demandais? Le mur de Berlin vient de tomber. Qu'est-ce qui nous incite à reprendre ce chemin? Mon ami japonais rétorqua, « Isabelle, peace is boring. » Wow! Peace is boring? La paix, c'est l'ennui? Oui, c'est vrai, quand il y a la paix, il n'y a pas de rapport de force. Pas de bons et de méchants, pas de combat, d'adrénaline, de drame, d'héroïsme, pas de grands échiquiers. Alors la paix serait-elle donc ennuyeuse? Une bonne petite guerre civile ou contre un voisin qui dérange, ça va secouer, redonner de l'élan, de l'emploi, voire divertir? Non. Non, c'est ça qui est boring. Et répétitif, le même cirque. Alors, je me suis donné la mission de trouver comment la paix durable peut être une entreprise passionnante. Peace is exciting. La recherche est d'autant plus intéressante qu'il n'y a pas une paix, mais plein de paix, au pluriel. Suivant le professeur Wolfgang Dietrich, avec qui j'ai fait un master d'études de paix à l'université d'Innsbruck, il importe de trouver les dénominateurs communs et une transcendance commune dans la pluralité des paix, the pieces. Car la paix est d'abord une histoire subjective. Elle passe par l'expérience personnelle. Seul l'individu peut dire « je suis en paix » ou pas. C'est un état d'être, une pensée, une sensation. La paix est aussi multidimensionnelle et systémique. Tout se tient, tôt ou tard. La paix internationale, la paix sociale, la paix familiale, la paix personnelle. Elles sont toutes interdépendantes. Alors, voilà le projet. Rendre la paix attrayante, séduisante, sous tous ses aspects, sur le très long terme. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Est-ce que je m'investis dans le malaise ou dans la paix? De quoi est-ce que j'approvisionne ma famille, mon pays, avec des conflits ou avec de la paix? Au niveau culturel, le niveau culturel est malheureusement la violence est vraiment très banalisée. Quand la terreur n'est pas dans la rue, elle est sur nos écrans. Elle est dans les jeux vidéo sous les sapins de Noël, dans les feuilletons avant l'heure du dîner. Nous sommes bombardés du contraire de nos valeurs. Cela encrasse notre inconscient, endommage notre sommeil, étouffe notre capacité émotionnelle et notre confiance en ce qu'il y a de beau et de fort en nous et entre nous. Rendre la paix plus captivante que le drame, ce n'est pas facile. Rendre la bienveillance plus réjouissante que la malveillance, c'est une transformation sociétale et donc individuelle. Dans les entreprises et les institutions, je remarque cette habitude de critiquer, de rejeter, de blâmer sur les autres, de s'enfermer dans des alliances discriminatoires ou dans la victimisation. C'est là que commence le changement, avec une meilleure qualité des relations. Ou bien, est-ce qu'on s'ennuierait
Vraiment, si on s'entendait bien? Est-ce qu'il manquerait le sel de la revanche, le poivre de l'amertume, les épices du stress, le piment des conflits? Il faut quand même se battre pour faire sa place et se démarquer du reste du troupeau. Et puis, où serait le jus des émotions si elles étaient paisibles? Après tout, ce sont ces petites batailles qui nous donnent un sens à nos efforts et à la justification d'avoir raison, même d'exister. Non. Non, non, non. On tourne en rond, un malaise après l'autre, une crise après l'autre, un vrai manège. Ça suffit. Au niveau global, une hypothèse dit que la paix est la condition sine qua non pour que l'humanité prenne enfin son rôle de serviteur et de gestionnaire de la planète Terre. Notre mission est de bien gérer la diversité des sociétés et des ressources. Mais ce n'est qu'un département de l'entreprise planétaire. L'humanité n'est qu'un sous-système dans une grande écologie. Elle n'a pas fini ses classes. Elle est une apprentie sorcière qui ignore son mandat parce qu'elle ne met pas la paix au centre de ses affaires consciemment et suffisamment. Une gestion durable de la planète ne peut se décliner qu'avec des systèmes internationaux ancrés dans un discours de paix. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'acteurs clés pour faire ce grand projet. Et ces acteurs clés, ce sont nous, vous, toi et toi et moi, individuellement. Nous sommes interpellés à transformer nos petits champs de bataille en champs de paix par l'action. Cette perspective que je partage aujourd'hui avec vous, je la dois à mes parents. Durant la Seconde Guerre mondiale, mon père devait être soldat contre l'ennemi. Mais il prit la décision irrévocable de ne jamais tirer sur qui que ce soit. La population outre-Rhin, disait-il, était aussi victime de la haine et de résidus de conflits mondiaux antérieurs. Ce n'était pas le peuple allemand, mais la concurrence des puissances, l'armement à outrance et la folie hitlérienne qui avait amené le grand conflit. La paix revenue, mes parents, profondément pacifistes, avaient une bibliothèque des philosophies et des religions du monde. Un jour, ma mère tomba sur un article qui parlait de la fondation de Findhorn, située dans le nord de l'Écosse. Elle en parla avec enthousiasme et je décidai d'aller voir de quoi il s'agissait. J'avais 18 ans et j'y ai passé 12 années de volontariat. La fondation de Findhorn est un centre communautaire d'environ 400 personnes, basé sur des valeurs de simplicité, d'égalité et de service. Là-bas, la paix y est tangible. Je me rappelle de 2 principes fondamentaux. L'un, be the change. Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde. C'est une maxime très pédagogique et thérapeutique. Un autre principe, work is love in action. Le travail, c'est l'amour dans l'action. Petit à petit, nous avons construit un village écologique avec l'autonomie en énergie. C'est un modèle d'organisation qui est transférable. Aujourd'hui, la Fondation a le rôle de conseil auprès des Nations Unies pour l'enseignement et la réalisation de systèmes, de centres de vie avec le moindre trace carbone et une économie circulaire et solidaire.
Après cette période de vie communautaire, pacifique, mais pas sans imperfection, je voulais voir si un tel modèle était possible à plus grande échelle, c'est-à-dire dans la société que j'avais quittée 12 ans plus tôt. Je pensais qu'il serait bon aussi pour mes enfants de voir les deux mondes, le microcosme de l'utopie réalisée et ces grands systèmes qui sont si difficiles à gérer. Nous avons continué notre vie en Allemagne. Mes activités m'ont menée en Centrafrique et au Soudan du Sud, où j'ai travaillé avec des faiseurs de paix au cœur des conflits violents. Nous avons cherché à comprendre comment améliorer, comment être plus efficace dans ce travail de paix, comment réduire les inimitiés tribales et protéger la paix fragilisée par les concurrences au pouvoir. Au Bangladesh, en Inde, en Bolivie, au Mexique, au Liban, au Kenya, j'ai conduit des évaluations de projets voués à la paix, au développement et à l'aide. J'ai fait une étude longitudinale au Népal pendant 10 ans après la guerre civile. Je me suis impliquée avec les politiciens, les entrepreneurs, les écoles, les universités, les médias, les ONG, pour faire passer un message de paix pratique dans la gestion des systèmes locaux. Ce fut un travail d'éducation et de communication. Notre but était que le pays ne retombe dans le conflit. Nous avons appliqué ma formule de paix propre à cette recherche. C'est une équation qui multiplie la paix collective par la paix individuelle. L'avancement de paix collective a 3 critères qui sont la paix économique, l'équité sociale et le développement durable, multipliés par l'avancement de la paix individuelle avec 3 critères qui sont l'empathie, la confiance de base et la prise en main ou la prise de contrôle de sa propre vie. L'individuel est au carré selon l'hypothèse que le choix personnel de paix précède et détermine la croissance de paix au collectif. Les Népalaises et les Népalais avaient une telle volonté d'incarner la paix dans leur quotidien, dans leur société pluraliste, avec plus de 100 familles ethniques, et dans la construction de leur première république, que le pays n'est pas retombé dans l'insurrection. D'ailleurs, tout au long, il y avait une grande masse de paix, mais elle avait été cachée par le conflit. Bien sûr, il fallait travailler le conflit aussi, l'analyser avec toutes les parties prenantes, l'expliquer, lui répondre. Travailler la paix, c'est travailler le conflit. Et maintenant, je suis à Strasbourg et je regarde l'Europe. Et je me demande comment continuer à bâtir la paix durable. Surtout que parfois, on a l'impression de marcher à reculons et que la paix semble cachée ici et là par des discours et des actes de dissension. Comment reprendre le flambeau, parler de cet énorme héritage de paix légué par des milliers de personnes de toutes les cultures et de tous les temps? Comment marcher dans leurs empreintes et continuer ce chemin? Immanuel Kant, philosophe allemand, a expliqué 2 siècles et demi avant la formation des Nations Unies qu'une communauté d'États peut garantir la paix grâce à un certain système législatif international et
une ouverture d'esprit des peuples qui assure l'hospitalité mutuelle dans leurs mouvements et l'échange équitable dans leurs affaires. Continuons cela. Simone Veil, femme politique française, défendait passionnément le libre arbitre. Elle nous mettait en garde contre ce besoin d'appartenance à des idées, des groupements et le positionnement rigide en pour et contre qui peut mener jusqu'à la violence organisée. Le libre arbitre, la volonté sont des muscles de l'intelligence à exercer pour construire les mécanismes de la paix. Continuons cela. John Lennon nous a légué « Give peace a chance » et « Imagine ». Imaginez de quoi aurait l'air un monde en paix avec lui-même. Si nous ne pouvons pas l'imaginer, nous ne pourrons pas le planifier. Continuons cela. En conclusion, ne laissons pas aux autres la gestion des conflits qui nous concernent. Tout le monde ne choisit pas une politique de paix. Les garants de la paix, ce sont vous et moi, et chacun qui utilise son libre arbitre pour bien gérer les différences. Les dilemmes ne vont pas partir, ils sont incontournables. Et ils sont aussi une source de progrès. La gestion d'un foyer, d'une école, d'une entreprise, d'un ministère, d'un territoire, cela implique la gestion de problèmes, de dilemmes, d'oppositions. C'est l'objectif de cette gestion et la manière dont on traite les problèmes qui seront porteurs de paix ou pas. Chacun a son petit territoire. Soyons des faiseurs de paix au moins à l'intérieur de ces territoires et, si nous le voulons, même au-delà. Je vous remercie.